Alors bonjour à toutes et tous. Merci de vous être inscrits pour ce nouveau webinaire du réseau Rappel, webinaire qui ont lieu tous les 2 mois. Aujourd'hui, on va pouvoir écouter Mylène Chambon, qui est anthropologue et chef de projet chez Émicité, et qui nous parlera d'un projet qui s'appelle Un rayon de soleil, dont la vocation, l'objectif est de mobiliser les intervenants à domicile, les aides à domicile, pour identifier et accompagner les ménages, les personnes âgées principalement, en situation de précarité énergétique. Petit point technique avant, l'intervention de Mylène va durer 30 minutes, au cours de laquelle on lui a demandé de ne pas s'interrompre pour répondre à vos questions, mais au cours de laquelle on vous invite fortement à poser les questions que vous auriez dans le petit onglet de conversation. On n'ouvre pas les micros des participants parce que sinon ce serait assez inaudible à 20 à 25. Donc voilà, posez vos questions en bas dans le petit onglet de conversation pendant la présentation de Mylène, qui ne les regardera pas. Et Claire Bally, qui est connectée aussi, qui coanime le réseau Rappel avec moi, et moi-même, on va les regarder, les rassembler, les regrouper par thème. Et à l'issue des 30 minutes de présentation, on vous proposera du coup d'échanger, de relayer ces questions à Mylène Chambon pour qu'elle y réponde. Et puis vous pourrez évidemment continuer à en poser certaines. Le webinaire est enregistré, on le mettra en ligne assez rapidement après la réunion d'aujourd'hui. Et par ailleurs, si jamais il y avait un problème de connexion chez Mylène Chambon et qu'on n'entend plus, on reste tous en ligne, Mylène se reconnecte et puis on reprend 1 minute plus tard sans problème. Voilà, je vais disparaître, je vais laisser Mylène mettre sa caméra, parce qu'on te voit pas encore. Donc c'est parti. Alors, merci beaucoup.
matin, moi je vais vous présenter le projet qui s'appelle que l'on a appelé hashtag un rayon de soleil aider les personnes âgées en situation de précarité énergétique. C'est un projet qui a été conçu un rappel un, un, en réponse à l'appel
euh, à projet de la G2R, porteur d'idées énergétiques, auxquelles l'association Eden, qui est donc le porteur de projet. Euh, à répondre accompagné donc par le bureau d'études et mixité
que je représente. Donc, Eden est une association d'aide à domicile. Elle accompagne et soutient les personnes vulnérables. La préserver ou stimuler leur autonomie. Euh, alors, notamment en les aidant aux actes de la vie essentielle, dans les accompagnements des actes de la vie.
quotidienne. Et aussi par l'aide et l'entretien au logement. Eden a 1000 bénéficiaires et embauche 245 salariés. Donc voici pour la présentation d'Eden. Et donc moi je représente le bureau d'études Hémicité. Hémicité, nous sommes 3. Je suis anthropologue, le directeur est sociologue et la troisième personne a aussi une formation en sciences sociales. On intervient particulièrement dans le secteur médico-social. Et on a 4 champs d'expertise qui est l'aide et le soin à domicile, notamment la coordination de ces 2 secteurs-là, le handicap, le soutien aux aidants, et la partie qui me concerne plus directement, qui est l'environnement. Et donc, l'une des ambitions du bureau d'études Hémicité, c'est de faire des acteurs du secteur médico-social de nouveaux acteurs qui luttent en faveur de l'environnement. Alors, le projet d'Eden et qu'on accompagnait a été à l'initiative de constats. Tout d'abord, le fait que les personnes âgées ont des difficultés à maîtriser leur énergie et qu'elles font partie surtout des publics dits invisibles, car leur comportement ne leur permet pas d'être identifiés. Typiquement, elles ont plutôt des pratiques d'autorestriction, c'est-à-dire qu'elles vont limiter leur consommation d'énergie pour justement ne pas être en situation de facture impayée. Et bien qu'ayant droit à certaines aides, elles ne les sollicitent pas, donc elles font partie du public que l'on appelle aujourd'hui public de non-recours. Cependant, ayant des difficultés de maîtrise d'énergie et étant considérées avec les jeunes enfants comme une population fragilisée, la précarité énergétique a des conséquences importantes sur leur santé. À l'inverse, on a les professionnels de l'aide à domicile qui, par leur intervention quotidienne ou régulière, en tout cas au domicile des bénéficiaires, ont une connaissance de l'état de leur logement, puisqu'ils y entrent, de la façon dont la personne s'y sent, ce
qu'elle a froid, est-ce qu'elle a chaud, est-ce qu'elle y est bien, les usages qu'elle en a au quotidien et ses habitudes de vie. Cependant, jusqu'à présent, l'ensemble de ces connaissances, acquises de fait par la visite au domicile, ne sert strictement ou principalement dans la mission première qui est celle des SAD, qui est de prévenir la fragilité et la perte d'autonomie des bénéficiaires. Donc, fort de ces deux constats, l'objectif du projet était d'aiguiser le regard de l'ensemble des intervenants à domicile de l'association, les faire monter en compétences pour pouvoir repérer, avoir des indices de précarité énergétique et ensuite aller chercher à l'extérieur de l'association des partenaires pouvant intervenir et aider les personnes âgées ayant des difficultés de maîtrise de l'énergie à trouver des solutions à leurs problèmes quotidiens. Donc, l'objectif était bien de faire des SAD un nouvel acteur de la lutte contre la précarité énergétique. Alors, juste un petit point sur le nom du projet. On l'a appelé hashtag un rayon de soleil, qui était un double clin d'œil finalement tant à la problématique de la précarité énergétique qu'au statut réconfortant des intervenants auprès des bénéficiaires, où elles sont souvent considérées comme un petit rayon de soleil dans la journée des personnes qui n'ont pas forcément des visites souvent. Alors, pour vous mettre dans le bain, je vais essayer de vous présenter une situation assez classique qui, je l'espère, va vous permettre de visualiser de quoi on parle. Alors, je vais vous parler donc de Madame Berry, qui est donc un nom fictif. Madame Berry a 86 ans. Elle vit seule dans une maison qui a été acquise par son grand-père, que son père a agrandi et que son mari a aménagé avec les commodités actuelles. Madame Berry est fille d'agriculteur et femme d'agriculteur. Son mari est décédé il y a à peu près 7 ans. Ses enfants, elle a 3 filles et un fils. Ses filles n'habitent plus le département et son fils est à une quarantaine de kilomètres de là où elle vit. Et à ses dires, il lui rend visite tous les 15 jours, mais au dire de Sylvie, c'est plutôt une fois par mois. Alors Sylvie est l'intervenante à domicile qui rend visite à Madame Berry 3 fois par semaine. Elle vient le matin assez tôt, un peu avant 8 heures, pour aider Madame Berry à se lever, à faire un brin de toilette, à s'habiller et lui prépare son petit déjeuner. Au dire de l'association et des différentes intervenantes qui vont chez elle, Madame Berry, l'intervention chez Madame Berry est pas facile parce que c'est pas un logement agréable, il est plutôt froid, austère, assez vétuste. Et puis Madame Berry elle-même est considérée comme ayant un bon caractère. Donc, alors pour vous décrire l'intervention à laquelle j'assiste, donc on arrive, il est 8h moins le quart. Sylvie a les clés pour entrer chez Madame Berry. Donc on entre par la cuisine. Et tout de suite en arrivant, donc on est au mois de novembre, il fait plutôt frais dehors, autour de 5 degrés. Donc dès qu'on rentre, Sylvie allume le chauffage d'appoint, qui est donc un chauffage, un poêle à gaz. Et ensuite, elle va dans la chambre de Madame Berry, qui est encore couchée, voilà, et qui donc et elle aide à se lever. Alors, Madame Berry a quelques problèmes d'incontinence et elle est réputée pour être assez économe. Et donc, sans réellement avoir des besoins de protection tout le temps, elle a néanmoins dans son lit des alaises. Voilà, alors Madame Berry ne souhaite pas changer ses alaises tout le temps et donc elle les fait sécher sur le dos d'une chaise dans sa cuisine. Donc quand on entre, il y a une odeur assez âcre qui prend d'abord le nez et on constate donc qu'il y a déjà une qualité de l'air intérieur qui n'est pas terrible, associée au chauffage et aux usages propres de Madame Berry
qui est le nettoyage explicite, expressément demandé uniquement à la javel. Tout ça fait un bon cocktail en termes d'odeur intérieure. Alors, l'un des enjeux de Sylvie ce matin-là, c'est de proposer à Madame Berry de prendre une douche, ou du moins de faire une toilette au lavabo. Sachant que dans la salle de bain, il n'y a pas de chauffage. Et Merci Madame beaucoup, Berry Mylène. s'en sert pour C'était prétexter très que c'est pas la intéressant. peine et puis que de toute Je façon, vais juste elle a déjà fait une toilette elle-même la veille mettre au ma soir, donc il n'y caméra a pas besoin de se laver ce matin. en route. Seulement, donc, je vous ai dit que Madame Berry avait Voilà. commencé à avoir des problèmes d'incontinence. Alors, pour l'instant, il n'y avait pas énormément d'eau pour éviter d'avoir à se lever la de nuit. questions. Et donc, il y a quand même des risques Une première question. Alors, tu y as en partie répondu. Ça concernait justement comment ces intervenants à domicile ont perçu cette nouvelle mission. Donc, tu y as répondu, mais il y avait notamment une question sur combien ça représentait en termes de temps passé, en plus de leur intervention classique. Et petit à petit, elle va commencer à assouplir, entre guillemets, l'humeur de Madame Berry et arriver progressivement comme ça à ouvrir les volets, à aérer la chambre et puis à conduire doucement Madame Berry. Alors peut-être pas à faire la toilette dans la salle de bain, mais plutôt la faire dans la cuisine, par petits bouts, d'abord un peu les bras, et puis doucement comme ça en se changeant, elle va lui frotter le dos et ainsi de suite. Elle va réussir finalement à faire un brin de toilette et à faire en sorte que Madame Berry se sente mieux, tout en associant des petites astuces. Alors c'était juste pour vous placer dans un petit contexte et vous dire un peu que finalement, à travers la relation que savent entretenir les intervenants à domicile, elles sont en capacité d'apporter des changements, autant des changements de pratique que des changements plus importants au sein du domicile. Alors une autre question, c'était la question de l'articulation de ce projet à l'échelle du territoire. Est-ce que notamment le repérage est partagé avec d'autres acteurs Je rajouterais, est-ce qu'il y a de l'orientation derrière, par exemple vers des opérateurs solidaires, etc. Alors, c'est les impacts de la précarité énergétique sur la santé des personnes âgées. Comme sur les autres populations, il va y avoir des problématiques de santé chronique, respiratoire, ostéo-articulaire, neurologique, de dépression, une augmentation des pathologies hivernales, rhume, angine, et puis des symptômes récurrents, sifflement respiratoire, crise d'asthme, rhume des foins, irritation oculaire. Alors ensuite, on dit aussi généralement que la précarité énergétique a des effets sur la santé mentale. Alors, il y a peu d'études qui prouvent cela. Néanmoins, les quelques études qui ont été menées montrent qu'il y a des bénéfices psychosociaux significatifs. D'accord, donc je précise un réseau Ecohabitat qui sur ce territoire-là permet justement la réalisation de travaux en s'appuyant sur des bénévoles avec une forme d'auto-réhabilitation accompagnée, etc. Donc c'est vrai que c'est... Donc en fait c'est en cours de construction tout ce volet orientation, c'est ça que tu dis. La précarité énergétique ou les problématiques de maîtrise de l'énergie vont avoir un effet multiplicateur sur ces personnes-là. Autre aspect impactant la santé mentale, c'est aussi l'isolement social. Et par l'âge, évidemment, il y a une diminution des activités extérieures qui ont déjà pour tendance... Alors, on revient sur la question des diagnostics et du temps passé. Tu parlais de diagnostic socio-technique. Dans le métier de chargé de visite, on estime à 2 heures la réalisation d'un diagnostic socio-technique. J'imagine que là, c'est peut-être moins ambitieux que ce diagnostic-là. Mais est-ce que tu as une idée un petit peu du temps que ça rajoute en fait à l'intervention à domicile de faire ce petit diagnostic? Et il y avait également la question sur le débouché des diagnostics. Tu as parlé de conseils aux éco-gestes et donc il y avait des questions sur est-ce que ça peut éventuellement déboucher sur
des froid a slims ou également sur des l'installation incidences de petits sur matériels, la dextérité amélioration du des confort. personnes et notamment Tu d'autant as plus pas, personnes pas âgées beaucoup qui détaillé sont, justement le fait qui qu'il sont y déjà avait, vous elles-mêmes aviez il y au avait jeune en âge interne à beaucoup l'Éden moins agiles que un les autres intervenant personnes. technique, et donc il y a aussi, je pense, Donc, ça à valoriser par l'âge dans ce et par dans ce le projet-là. froid ambiant, il y a une augmentation du risque de chute ou une augmentation du risque de blessure. Par exemple, du coup, en Mm. marchant moins facilement et en se déplaçant peut-être de façon un peu surcouverte, les personnes peuvent s'écorcher les jambes ou les bras sur une table ou à l'angle d'un mur, sachant qu'elles ont aussi des difficultés pour cicatriser. Donc cela va augmenter les difficultés à, à guérir, entre guillemets. Et puis s'il y a une chute, évidemment, il y a aussi un risque d'hospitalisation qui peut aller jusqu'à remettre en cause la volonté de rester vivre à domicile. Après, il y a une autre problématique par rapport notamment au système électrique qui serait assez défectueux. C'est pour toutes les personnes qui ont des lits médicalisés, donc des aides techniques qui nécessitent un branchement électrique. Et parfois, on se rend compte qu'il y a des situations un peu complexes où finalement, pour brancher le lit électrique, il va falloir débrancher autre chose. Et se pose la question de qui fait ce raccordement à chaque fois et à quel moment il le fait. On peut tout à fait imaginer qu'il y ait des situations où une personne où le lit est un peu élevé voilà, aurait des difficultés à pouvoir redescendre de son lit toute seule s'il y a eu entre-temps un débranchement du lit pour brancher autre chose. Là aussi, il y a au niveau de la précarité énergétique, il peut y avoir des conséquences en termes d'alimentation. Par des problèmes de maîtrise d'énergie, il y a parfois des difficultés à réfrigérer convenablement les aliments ou à les cuire convenablement, et du coup, il y a des risques d'intoxication alimentaire. Alors, pour des personnes âgées qui sont souvent en tendance à être en perte d'appétit, ces contraintes peuvent les amener à encore davantage diminuer leur alimentation ou à limiter la variété des aliments qu'elles pourraient manger. Et donc, il n'est pas rare qu'elles se retrouvent dans des situations de dénutrition qui, si elles sont trop importantes, éventuellement, il y a aussi des risques d'hospitalisation augmentés. Enfin, on en vient à l'hygiène, et mon exemple de Madame Berry le montrait, c'est que finalement, la difficulté d'approvisionnement en eau chaude ou l'impossibilité de chauffer la pièce qui va servir pour la toilette a tendance aussi à réduire la fréquence des toilettes et elle complique le maintien de l'hygiène, d'une hygiène convenable, on va dire. Alors c'est sûr que les personnes âgées n'ont pas été habituées à avoir une toilette aussi fréquente qu'aujourd'hui. Et elles ont donc plutôt souvent réticence à le faire et donc à évoquer Alors, juste pour soit la possibilité d'avoir de l'eau chaude, soit que la pièce soit chauffée, pour encore réduire la récurrence des toilettes, avec aussi donc des problématiques liées à l'hygiène importantes. Et notamment, l'hygiène étant importante pour la cicatrisation des petites blessures. Juste, c'est très clair, mais juste pour préciser et avoir peut-être des exemples, enfin, notamment sur le petit matériel. Donc, tu disais que c'est éventuellement l'intervenant technique qui peut le poser. Est-ce que tu as des exemples de choses qui ont été réalisées chez quelqu'un? Des usages et des adaptations, des stratégies d'adaptation qui développent de nouveaux risques. Donc, on l'a vu, on en a déjà parlé. Il y a des stratégies d'autorestriction, c'est-à-dire ne pas allumer le chauffage ou alors chauffer essentiellement une pièce dans la maison. D'isoler complètement une pièce pour pouvoir s'y sentir à peu près dans le confort. J'attends qu'il y ait d'autres questions qui arrivent. Moi, j'en avais une. Tu disais que les intervenants à domicile, enfin voilà, tu pointais le fait qu'elles étaient dans des situations aussi assez précaires, notamment professionnellement. Je me demandais, enfin, si vous aviez réfléchi aussi en termes d'évolution professionnelle, parce que finalement vous les montez en compétence sur
dans un champ qui est complètement nouveau. Et tu usages penses que déjà ça mis en peut être place, pour comme ces personnes-là l'usage de valorisable problématiques en termes au sein d'évolution du logement. professionnelle? Je sais pas, qu'elles deviennent éventuellement chargées de visite dans un conseil départemental, etc. Enfin, est-ce que tu sens comme ça que ça peut aussi leur permettre une passerelle Donc vers justement, d'autres l'objectif branches du projet, professionnelles dans le champ c'est donc de la précarité énergétique de manière large? c'était de positionner les professionnels du domicile en sentinelle d'alerte, du moins pour faire du repérage de la précarité énergétique, de nouer des partenariats avec des acteurs de l'énergie, donc ouvrir vraiment le secteur du médico-social à un autre secteur et en faire en sorte de mettre en connexion des complémentarités d'action, améliorer bien sûr la qualité de vie des personnes accompagnées, leur redonner une autonomisation dans la maîtrise, dans la gestion et la maîtrise de leur énergie, mais également aussi prévenir les risques professionnels et diminuer le nombre d'accidents de travail des intervenants à domicile, pour qui évidemment passer d'un logement à un autre avec des difficultés énergétiques, soit trop chaud, soit trop froid, ça peut aussi jouer sur leur propre santé. Au niveau des réalisations de l'étape du projet, initialement, on a d'abord travaillé en équipe. Ok. Alors justement, sur les financements, de manière générale, ces services d'accompagnement d'aide à domicile sont financés par qui? Est-ce que c'est financé globalement ou par type d'activité, genre un financement pour l'aide au ménage, un financement pour le jardinage, un financement, voilà, un peu. En fait, je pense que les gens qui suivent le webinaire connaissent peu ce monde de l'aide à domicile, et donc il y avait cette question sur les partenaires financiers des associations d'aide à domicile. Cette équipe-là était nouvellement constituée et donc on a profité pour donc leur donner cette nouvelle mission. Donc on a travaillé ensemble, je les ai sensibilisés à la précarité énergétique et on a co-construit ensemble une grille pour un pré-repérage de la précarité énergétique chez les bénéficiaires actuels d'Eden. Donc ce repérage a été passé auprès de 280 bénéficiaires par les intervenantes à domicile elles-mêmes. Donc le but de ce pré-repérage, qui était donc sous forme de questionnaire, était d'avoir des informations supplémentaires sur les bénéficiaires, sur leur logement, l'année de construction, le type de chauffage, et puis leur appréciation en confort thermique. Dans ce sens-là, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Juste quelques éléments pour vous caractériser la population qui a été interrogée. Donc on s'aperçoit que 41% des bénéficiaires d'Eden ont entre 80 c'est une prestation. En fait, c'est financé par la personne directement. Sont propriétaires de leur logement. Ce sont à 44% des maisons non mitoyennes. Donc ça, c'est pour avoir les caractéristiques. C'est une prestation, c'est financé par la personne directement. C'est la personne qui paye le service en ayant une aide du conseil départemental. 69% estiment être à la bonne température. Et donc, le but de ce pré-repérage était de s'intéresser aux tranches où les personnes estimaient avoir trop chaud, trop froid, ou juste froid. Et enfin, on avait aussi l'estimation. Ça veut dire que les petits travaux dont on parlait, l'installation du réflecteur, etc., ça, c'est la personne qui va le prendre en charge. À ceux qui estimaient que leur chauffage, que leur logement était acceptable ou insuffisant. Donc, à peu près 33%. Je reviens juste en arrière, pour refaire les étapes. Donc, une fois que ce pré-repérage a été fait, on a ciblé ensemble les bénéficiaires à aller voir en premier. En parallèle, est-ce que vous êtes en lien avec les fournisseurs d'énergie sociotechniques, et elles ont été formées par Solia aussi
à la transmission. Et puis il y avait une question sur, l'objectif, c'était tu en as un peu parlé avec votre début de partenariat, notamment avec tu as parlé de Solia, du réseau Ecohabitat, etc. Et il y avait une question sur, voilà, justement quand il y a des gros travaux qui sont nécessaires dans le logement, au-delà des éco-gestes, voilà, qu'est-ce qui se passe, voilà, comment Eden gère ça. Les diagnostics sociotechniques ont été réalisés, se met en place, et alors on en est là aujourd'hui, doucement les premiers accompagnements. Alors, donc voilà, ça c'était juste en photo les petits temps de formation des collègues par les coordinatrices. Donc le dispositif aujourd'hui qui est mis en place à Eden pour lutter contre la précarité énergétique, il y a un premier temps de repérage, donc un pré-repérage par les intervenantes elles-mêmes des premiers indices de précarité énergétique. Après, il y a un repérage qui est fait systématiquement par les coordinatrices pour les nouveaux bénéficiaires, c'est-à-dire que quand un nouveau bénéficiaire est pris en charge, oui, tout à fait. Ce qu'on appelle le tiers ou le père de confiance, et c'est vrai que c'est un peu ce qui manque, enfin ce qu'on constate qui manque dans tous les dispositifs d'accompagnement, c'est justement la personne qui tisse un lien tout le long du projet d'accompagnement de la personne, et c'est vrai que c'est là où les intervenants à domicile sont une cible hyper intéressante sur ce sujet-là. Voire orienter s'il s'agit de problèmes de financement. Soit la réalisation vraiment d'un diagnostic sociotechnique, l'accompagnement des éco-gestes, voire à des petits travaux, puisque Eden avait aussi jusqu'à présent un service technique. Et lorsque la situation est plus complexe, transmettre à un partenaire capable de réaliser des diagnostics plus techniques. Et notamment, un partenariat est en train de se mettre en place avec le Secours catholique et le réseau Ecohabitat. Il reste 3 minutes, c'est ça ? Ah oui, alors juste pour vous dire, finalement, c'est une sensibilisation à triple niveau, c'est-à-dire que sont sensibilisés à la précarité énergétique les salariés elles-mêmes de la structure, puisque c'est une population... Il y avait une question sur la question de la pérennisation de ce projet. Est-ce que ce projet est amené à être pérennisé sur combien d'années? Voilà, comment Eden se projette sur le long terme? J'imagine que s'ils ont recruté un chef de projet développement durable, qu'ils ont monté en compétence des coordinatrices, il y a une volonté de pérennisation. Avec l'expérimentation, c'est les proches des salariés, c'est-à-dire que notamment les coordinatrices qui se retrouvent à avoir un niveau un peu plus d'expertise qu'auparavant, conseillent elles-mêmes leurs proches. Donc il y a vraiment une diffusion de l'information à ce niveau-là assez large. Alors, seulement cette transition finalement d'une structure qui n'avait pas pour vocation à s'occuper de ce sujet-là amène quand même des précautions à prendre. Et tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est rassurer les intervenantes qui acquièrent cette nouvelle compétence. C'est-à-dire que ça prend du temps. Et souvent, elles sont un peu en manque de légitimité pour aborder ce sujet avec les bénéficiaires. C'est-à-dire que cette démarche-là, actuellement, est plutôt une démarche proactive, c'est-à-dire que ce n'est pas une demande qui émane des bénéficiaires, mais c'est bien un problème qui est souligné par les intervenants. Et donc, il faut avoir tout un argumentaire pour pouvoir en parler aux personnes. Et c'est ce qui, parfois, les intervenantes ont un peu du mal à... Enfin, c'est une nouvelle compétence qu'elles ont un peu du mal à assumer parfois. Donc c'est pas une émission facile qui a besoin d'être assez encadrée finalement pour rassurer. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, à la fin de la formation à la réalisation du diagnostic sociotechnique, les 6 coordinatrices étaient hyper emballées, et puis je les revois un mois après, et alors là, j'ai l'impression que tout s'est effondré, elles ne savent plus, elles ne sont pas sûres, elles pensent que c'est pas à elles de faire ça. Enfin voilà, donc c'est vraiment un rôle à encadrer dans le temps. Voilà. Et une année d'expérimentation, c'est assez court finalement. Et puis après, il y a
toute une logique de modèle économique finalement. Donner cette nouvelle mission au service d'aide à domicile, je pense que c'est alors, il y a vraiment une bonne chose. plus de questions. Il y en avait une dernière, c'était plus comme je l'ai dit au départ, un outil dont tu parlais. Tu as dit que vous aviez mis en place un questionnaire qui était un peu une grille pour repérer des indices potentiels de la précarité énergétique. Et donc, il y avait quelqu'un qui demandait si c'était possible d'avoir cet outil-là. Est-ce qu'on peut le diffuser, nous, sur le rappel? Elles ont des salaires bas. Voilà, ça fait partie des outils intéressants à capitaliser. Des intervenantes qui sont là depuis très longtemps. Il y a peu d'évolution professionnelle. Donc, cette nouvelle je ne sais pas s'il reste encore un petit peu de temps. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions, n'hésitez pas. Surtout leur capacité à relationner avec les bénéficiaires et avoir un regard alors, il y a Marie qui demande... qui peut être pertinent pour d'autres acteurs que le oui, elle voulait avoir la précision sur cette histoire justement de modèle économique, etc. Et donc, elle dit que si elle comprend bien, il faudrait intégrer les problèmes liés à l'énergie, au froid, etc. dans le GIR de la personne pour que le diagnostic soit financé par l'APA de façon systématique. Est-ce que je crois que c'est quelque chose qui pourrait être, par exemple, de proposer à un département pilote de mettre cette question de la précarité énergétique comme ayant un impact sur la santé physique et mentale des personnes, et que du coup le faire entrer dans l'indice du GIR de manière expérimentale. En route. Oui. Oui, et puis en sachant que voilà que la question des seniors, c'est de toute façon une question hyper prégnante, voilà, pour les prochaines années, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un champ à expérimenter. Et Marie se posait la question, alors je sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que c'est plutôt une expérimentation qu'il faudrait mener au niveau départemental ou au niveau national? Enfin voilà. Est-ce que toi tu as connaissance des thématiques en plus de la précarité énergétique? Elle s'occupe évidemment des repérages de besoins en aide technique, etc. Mais elles sont en temps plein sur ces sujets transverses en fait. S'il n'y avait pas ce niveau de coordination, il faudrait dégager du temps, notamment pour soit ce serait du temps passé par les responsables de secteur. Donc, voilà, donc ça demande de repenser un petit peu leur rôle qui est aujourd'hui beaucoup consacré à la constitution des plannings. Mais il pourrait y avoir aussi un peu plus d'autonomisation des intervenantes à ce sujet-là pour dégager du temps, notamment aux responsables de secteur, sur de nouveaux sujets, et notamment celui de la précarité énergétique. Elle est en train d'écrire et du coup, Marie complétait la discussion. Elle te demandait si tu savais si les départements ont la main sur ce qu'ils intègrent dans le GIR. En fait, c'était ça sa question. Alors là, on était un peu dans le temps d'expérimentation. Le PIG était en stand-by puisqu'il venait de se terminer et il était en train d'être renouvelé. Et donc le Soliel, ça paraît tout à fait cohérent. Uniquement en faisant payer les bénéficiaires. Et donc à ce niveau-là, c'était un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on s'est plutôt orienté vers le réseau Ecohabitat. Alors effectivement, juste pour répondre à ta question, Mylène, il y a 2 personnes du conseil départemental, une du Vaucluse et une autre du 86 qui n'ont pas forcément la réponse. Et il y a Karine Nochet, elle qui dit qu'elle travaille dans un service Habitat Énergie. Elle est en charge d'animer le PDA-LHPD sur la précarité énergétique notamment. Marie te dit on va se renseigner sur ces histoires de définition des GIR et de possibilités justement peut-être de trouver des départements qui seraient
intéressée pour mener des Oui, bah oui, parce que expérimentations ce qui pilotes ce qui sur a ce pris projet. énormément de temps, c'est cette Euh, mue, entre guillemets, du service d'aide à domicile, en fait, sur un sujet sur lequel ils ne sont pas attendus encore aujourd'hui. Et puis, voilà, de transformer enfin, de faire naître vraiment une culture d'association sur ce sujet. mm, mm. Et donc Anaïs Perelman de l'UNA, elle dit que en fait c'est l'évaluation à domicile qui détermine le GIR de la personne. Euh, alors Anaïs avec des référentiels d'évaluation différents selon les départements. Donc effectivement il y a quand même le département qui a ce que tu disais, hein, qui définit aussi des règles qui sont spécifiques à chaque département. Ben on arrive à la fin de ce webinaire. Si vous avez plus de questions, je sais pas, Mylène, si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, alors, Alors on pour va revenir attendre sur qu'Anaïs l'intervention, réponde. enfin, Non, la elle dit relation je ne des pense pas vice-présidents ne sont pas faits malheureusement. par les intervenantes Ouais. elles-mêmes, mais donc par les coordinatrices. Et là, les coordinatrices, elles prennent le Mm. temps qu'il faut, c'est-à-dire qu'elles prennent rendez-vous avec la personne Ouais, tout à et fait. elles Bon, se bah alors il y passent a des un champ heures, qui voire s'ouvre plus, si qui est elles ont hyper besoin intéressant. vraiment de détailler davantage, ou alors Euh, on si elles va prennent s'arrêter leur temps là. vraiment Merci beaucoup, pour Mylène. parce qu'elles ne sont pas encore bien Merci aux aguerries participants. à ce Voilà, donc comme vous le disiez Marie en introduction,